Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission. Donc, comme vous le savez, je suis toujours au Bénin, à la découverte de la diaspora haïtienne au Bénin. Et j'ai avec moi une haïtienne très, très, très intéressante. Donc, elle a accepté justement, rien que pour vous, de parler de sa vie au Bénin, de sa vie familiale, de sa vie professionnelle. Elle veut partager avec vous son expérience au Bénin. Donc, sans plus attendre, je vous propose de l'accueillir avec moi. Bonjour Nathalie. Bonsoir Nathalie, comment tu vas? Ça va bien, merci. Bonsoir, Venue. Merci d'avoir accepté justement de répondre à quelques questions dans ce reportage. Un reportage qui met les Haïtiens à l'honneur parce qu'il était très important pour nous de pouvoir connaître ces Haïtiens qui vivent au Bénin et connaître leur évolution, de voir comment justement ils arrivent à évoluer dans un pays qui n'est pas la leur. Et puis, on sait que les Haïtiens, c'est des personnes quand même très intelligentes et on était curieux de savoir ce qu'ils font au Bénin, comme toi qui est au Bénin, qui vit au Bénin depuis maintenant 7 ans. Tout d'abord, on va te laisser te présenter et ensuite on va parler un petit peu de ta vie au Bénin. Merci de me donner cette opportunité de venir vers nous au Bénin, ce pays qui est si proche de nous par la culture, mais si loin de nous géographiquement. Alors, donc, je suis Nathalie Blanc, haïtienne, née en Haïti, grandie en Haïti. J'ai rencontré mon mari béninois à Montréal, où j'ai fait mes études. Et après avoir voyagé dans plusieurs pays dans le monde, on a atterri au Bénin en 2016 depuis 7 ans. D'accord. Alors, tu es mariée avec un Béninois, mais c'était pas obligé de vivre au Bénin, hein, on est d'accord. Donc, lorsque ton mari, justement, t'a proposé de venir vivre dans ce pays que tu connaissais déjà, puisque tu avais visité, et qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête? Il m'a toujours dit qu'il voulait vivre au Bénin dès que je l'ai rencontré, mais pour moi, c'était un petit peu lointain. Et on doit se le dire, c'est quand même loin de chez moi, de tout mon cercle d'amis, ma famille, etc. Donc, en fait, ça s'est fait de façon très progressive. D'accord. Parce qu'on a d'abord vécu à Montréal ensemble, où on a fait nos études. Ensuite, on a vécu 4 ans à Paris parce qu'il voulait se rapprocher, lui, de sa famille, de son continent. Et ensuite, de Paris, on est parti au Brésil. Ah oui. On a vécu 6 ans et demi au Brésil. Et c'est là, en ayant vécu au Brésil, où c'est un pays où c'est pas facile d'être noir, où l'idée a commencé à germer dans ma tête de me dire ça fait longtemps que je suis en dehors de mon pays. On a tous les deux, mon mari et moi, gagné un bagage académique et professionnel qu'on peut mettre au service de nos pays. Et pour mes enfants, pour nos enfants, on s'est dit qu'il faut qu'un jour nos enfants soient fiers de leur pays d'origine. Et on s'est dit que aussi l'image que les pays noirs, que ce soit des pays d'Afrique ou Haïti, le nôtre, projetaient à l'extérieur, si on ne fait pas quelque chose pour changer cette image-là, personne ne le fera à notre place. Exactement. Donc on a commencé à réfléchir et cette décision a été une décision mûrement réfléchie dans cet objectif-là. Parce que l'exemple qu'on s'est donné, c'est qu'on s'est dit, c'est comme quelqu'un qui se promène dans la rue avec une très belle voiture. Tout le monde pense qu'il vit bien, qu'il a une belle vie, qu'il a une belle voiture. Et quand tu rentres chez lui dans son salon, c'est un taudis. C'est la même chose. Quand nous, on se promène et qu'on on est éduqué, on a des choses dans la tête, mais quand on rentre chez nous, on ne comprend pas que des gens qui sont intelligents puissent avoir des pays qui sont dans cette aussi mal lotis. Donc, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, entrer en Haïti avec la situation politique du pays, malheureusement, politique, et sécuritaire, c'était pas possible. Ouais. Donc, il restait le Bénin. Et est-ce que c'est difficile pour une Haïtienne de s'intégrer au Bénin, même si on dit que le Bénin et Haïti, ils sont très liés, chose qui est vraie, mais lorsqu'on vit justement cette situation, on se retrouve au Bénin en tant que... tu n'es pas moitié béninoise, moitié haïtienne, tu es haïtienne et tu décides de venir vivre au Bénin. Comment ça se passe pour toi? Mais tu sais, je crois qu'à partir du moment où mentalement j'étais prête, je pense que ça a facilité certaines choses. Tu vois, ça n'a pas été une décision prise sur un coup de tête. Donc déjà, je pense que ça m'a préparé à ce que j'allais venir vivre.
Et ensuite, il faut dire aussi que j'aime l'idée de changer de pays. C'est quelque chose que j'aime. J'aime le premier regard que je pose sur un pays lorsque je m'y installe, parce que c'est un regard qu'on n'a plus jamais lorsqu'on s'habitue. On arrive, on ne comprend pas les mimiques des gens, et après quelques années, on comprend pourquoi est-ce qu'ils clignent de l'œil, pourquoi est-ce qu'ils rient de certaines choses. Donc, ça, j'aime. Et j'avoue que s'installer à Cotonou, c'est quand même assez facile. C'est une ville où il est facile de vivre, c'est une ville calme, c'est une ville sécuritaire. Moi, haïtienne, de pouvoir sortir dans les rues à 1h du matin, 3h du matin, sans que mon mari ne s'inquiète et sans que moi, je n'ai la moindre inquiétude. Donc déjà, peut-être en comparant par rapport à Haïti, ça me rassurait. Et j'avoue que j'ai retrouvé ma routine, et c'est ce qui a été important pour moi. Trouver l'école des enfants, me trouver un travail, etc. Donc ça, c'est assez simple. Et après, par rapport à la culture, certes, elle est proche, mais il y a quand même de grandes différences. Comme je te le disais, tout juste avant le début de l'émission, c'est que c'est un pays à code. Donc, il y a beaucoup de choses à savoir, comment saluer les gens, comment discuter, enfin, etc. C'est un pays à code, et on a besoin d'être accompagné pour pouvoir comprendre ces codes-là. Parfois, mon mari m'a aidé, parfois, il ne pouvait pas anticiper que je ne connaîtrais pas certaines choses. Mais voilà, j'ai réussi à me faire ma place. Non, c'est pas facile tous les jours, parce qu'on est loin de son système de support, de soutien. Même après 7 ans de vie au Bénin? Là, tu me fais réfléchir, parce que je ne sais pas si je continue à me poser la question tous les jours. Je suis sûre que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. C'est un processus en continu. Voilà, mais j'essaie de trouver ma place, de vivre ma vie, de contribuer comme je peux, et voilà. Donc, je pense que je continue à apprendre. D'accord. Alors, tu as 2 enfants, donc, qui sont nés au Bénin? Non, pas du tout. Pas du tout, ils ne sont pas nés au Bénin. Non. Donc, ils vivent au Bénin depuis 7 ans avec toi. Et comment tu arrives alors impliquer la tradition béninoise, la tradition haïtienne, et comment ça se passe pour les enfants? En fait, c'est un gros défi. Je ne suis pas sûre de réussir autant que je l'aurais souhaité, mais c'est de ma faute, parce que c'est à moi de m'investir plus et de faire... Par exemple, je leur fais la soupe joumou. Donc, la soupe joumou, je la prépare le 1er janvier. Je leur explique ce que c'est, pourquoi c'est institué, pourquoi c'est important pour nous. Mais c'est vrai que, tu vois, ils mangent du riz djanjon, des choses de ce genre. Donc, et je leur parle souvent d'Haïti. Mais malheureusement, comme le pays est dans cette situation sécuritaire, peut-être que je ne devrais pas, mais je crains de les y amener, parce que j'ai... voilà. Donc, mais la culture béninoise, en revanche, ils l'ont naturellement, parce qu'ils vivent dans le pays. Au départ, mon plus jeune, il avait 1 an et demi qu'on est arrivé, il a même pris l'accent béninois, etc. Je trouvais ça amusant. Et moi, ça me fascinait de voir mes enfants avoir une culture qui n'est pas la mienne. Et puis les enfants, on sait qu'ils s'intègrent super vite, etc. Puis leur père est aussi béninois. Donc, ça m'émerveillait. Mais pour moi, c'est vraiment important qu'ils sachent qu'ils ont 2 cultures. Et ça, on le leur rappelle souvent. Et je leur dis que c'est une richesse, parce qu'ils savent, pour eux, il y a 2 normalités. Il n'y a pas une normalité. Il y a plusieurs façons de voir le monde et de pouvoir apprécier. Même si nos cultures sont proches, donc il y a quand même des points de convergence. Mais ils ont des points de vue sur le monde qui viennent de deux regards. Et ça, c'est important. Et je le leur rappelle tout le temps. Vous êtes haïtien et béninois. 100% haïtien, 100% béninois. Et c'est dans la tête, ils l'ont... Dans la tête, en tout cas, oui. Mais je pense qu'ils iront quand même un jour en Haïti et comprendront mieux la culture haïtienne. Et je commente l'actualité avec eux, et je leur pose des questions pour les ramener à me dire ce qu'ils pensent de cette situation-là. Je leur pose des questions, même si toi, tu pouvais changer quelque chose en Haïti, qu'est-ce que tu ferais pour que ça change? Et pareil pour le Bénin. Mais donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas juste dans un seul monde. Ils savent qu'ils sont les deux. Et parfois, pour me faire plaisir, par exemple, ils disent, si tu devais jouer dans une équipe de foot, tu jouerais dans quelle équipe? Ils disent, Haïti? Alors, me regardant, là, mais j'ai pas de droit. Non, tu es libre de toi, mais c'est vrai que ça me fait plaisir que tu viennes Haïti. Non, c'est bien de leur impliquer ça, en fait, parce que c'est important de connaître son identité. C'est important de savoir d'où on vient déjà dès le départ. Et les enfants sont beaucoup plus solides comme ça. Et c'est quand même quelque chose de très bien. Alors, on va parler un petit peu de ton travail.
puisque tu travailles dans une agence qui travaille pour le ministère de la Culture, c'est ça? Je te donne un petit peu plus de détails. Donc, le gouvernement du Bénin, donc lorsqu'on est arrivé au Bénin en 2007, donc Patrice Talon venait d'être élu président, et dans son plan d'action, il a donné beaucoup de place au tourisme. Donc, il veut vraiment faire du tourisme un levier économique pour le Bénin. Et pour pouvoir mettre en œuvre sa stratégie pour le tourisme, il a créé des agences présidentielles, donc qui dépendent de la présidence, et dont le rôle est de opérationnaliser sa vision du tourisme. Donc, dans cette agence-là, qui est l'agence de développement des patrimoines touristiques, on met en œuvre sa stratégie. Donc, on restaure le patrimoine historique, culturel, touristique du pays. Et j'ai la chance et l'honneur aussi de piloter, de coordonner un projet qui met en lumière la route des esclaves. Wow. Donc, c'est très lié à mon à ton histoire, à qui je suis. Et je suis vraiment reconnaissante et parfois j'ai l'impression que ce sont mes ancêtres qui peut-être ont voulu que je m'engage sur ce chemin-là. C'est pas un chemin facile. C'est un sacerdoce, mais j'en suis fière. Je suis fière d'avoir contribué à lancer les travaux, par exemple, sur le fort portugais, à Ouidah. C'est le fort où les captifs, lorsqu'ils étaient pris à l'intérieur du Bénin, ils étaient entassés avant de commencer la route de l'esclave jusqu'au bateau négrier. Donc, il y a c'est un projet qui est financé par la Banque mondiale, donc qui restaure et qui met en lumière cette route de l'esclave-là et qui raconte l'histoire des captifs. Donc, j'espère que l'histoire sera belle et qu'il y aura beaucoup d'Haïtiens qui viendront voir, en fait, ce qu'ont vécu, ce par quoi leurs ancêtres sont passés pour arriver en Haïti. Et parfois, en travaillant, je rêve qu'en venant voir ce qu'ont vécu leurs ancêtres, ils comprennent la portée du sang qui coule dans leurs veines, en fait. C'est le sang de survivants, le sang de personnes qui auraient dû mourir, qui n'auraient pas dû survivre à cause de toutes les vicissitudes de la vie, toute la dureté de la vie qu'ils ont vécue. Ils ont été arrachés de leur famille, ils ont réussi à rester des semaines dans une petite cave fermée pour les préparer au voyage dans lesquels de négriers. Ils ont survécu au voyage dans les bateaux négriers. Ils ont survécu à l'esclavage et on est vivant. Et je crois aussi qu'on leur doit, à un moment donné, de nous réveiller, de nous dire que s'ils ont été capables de faire tout ça, sans survivre, sans technologie, exactement, et de se lever contre l'une des armées les plus fortes du monde, maintenant on est capable de se mettre ensemble pour leur rendre honneur. Parce qu'ils ont fait ce bout de chemin, et nous, quel est le bout de chemin qu'on veut faire? À un moment donné, il faut qu'on se pose la question. Exactement. Parce que je pense que leur force était vraiment de se mettre ensemble. Ils se sont mis ensemble. Peut-être qu'ils avaient des différends, mais ils se sont mis ensemble pour cette bataille qu'ils ont gagnée. Mais je pense que nous, on n'a pas encore ce déclenchement, en fait, cette révolution dans la tête. On est... Des fois, j'ai l'impression qu'on n'est pas encore prêt pour ça. Ou bien, est-ce qu'on était prêt pour cette indépendance? Est-ce qu'on était vraiment prêt pour ça, à ton avis? Je pense qu'on n'était peut-être pas prêts. C'est peut-être un peu ce que l'histoire a montré. Ils ne se sont pas posé la question. Ils étaient audacieux. Peut-être que justement, ils ne se sont pas posé la question. Ils se sont dit, on veut être libre. Et ils ont agi et ils ont obtenu cette liberté. Mais maintenant, nous, on fait quoi de cette liberté? Parce que pendant 200 ans, ok, certes, en 200 ans, on peut avoir appris. Peut-être qu'on ne savait pas où on l'a eu. Mais au bout d'un moment, après 200 ans, on n'a pas d'excuses. On ne peut pas continuer à ne pas leur rendre hommage, parce que j'imagine qu'ils doivent se retourner dans leur tombeau aujourd'hui et avoir l'état d'Haïti. Parce qu'ils n'avaient peut-être pas les moyens de savoir qu'il fallait se mettre ensemble, les intelligences, etc. Mais aujourd'hui, 200 ans après, je pense qu'on a construit cette intelligence collective. Et à un moment donné, on doit se dire, qu'est-ce qu'on fait on n'est pas obligé de... Je vais être cru, on n'est pas obligé de s'aimer les uns les autres, mais on peut travailler ensemble pour qu'elle rende le pays vivable et agréable pour tout le monde. Parce que c'est ce qu'on a en commun. Là. Donc... Mais encore aujourd'hui, c'est très, très, très difficile. Les gens ne se rendent pas compte à quel point Haïti est en train de s'effacer. On perd toutes nos richesses, on perd notre jeunesse. Je ne sais pas, je sais pas comment
on va finir. Mais effectivement, si on ne prend pas conscience qu'il faut se mettre main dans la main, nous, Haïtiens, pour pouvoir faire quelque chose, on ne peut pas compter tout le temps sur les personnes de l'extérieur. Parce que les gens de l'extérieur prendront ce qu'ils ont à prendre. Puis, nous, on restera toujours bouche bée, quoi. Je pense qu'il n'y a que nous qui pouvons savoir ce qu'on veut pour nous-mêmes. Et à un moment donné, on peut aussi apprendre à savoir, à se dire, ben, nous, qu'est-ce qu'on veut? Et il n'y a que nous. Et je ne veux pas être naïve aussi. Je ne veux pas qu'on se dise, oui, ça c'est un discours naïf. Oui, il y a des forces extérieures. Il y a des fractions dans la société. Au bout d'un moment, après 200 ans, là, ça suffit. J'ai l'impression que l'Haïtien elle-même ne s'aime pas entre eux, quoi, en fait. On ne s'aime pas, on peut faire du mal à notre compatriote pour un rien. Et voilà, on ne veut pas être main dans la main, on ne veut pas évoluer ensemble. Et je pense que c'est ça qui handicape aussi Haïti. Je pense qu'à un moment donné, on est en 2024, il faut qu'on arrête de se poser ces questions-là et qu'on se mette au travail, c'est tout. Parce que le monde évolue, le monde bouge, on passe à l'intelligence artificielle, etc. Et nous, on est toujours en train de se demander, est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on va vouloir travailler ensemble, est-ce que je peux travailler avec tel groupe, etc. Au bout d'un moment, on n'a qu'à se mettre à se dire, ben, on va essayer de voir. Et si on se donnait la chance, on ne se posait pas la question, est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on peut travailler ensemble, mais si on se disait, et si on essayait pour 5 ans, 10 ans, de voir si on décide de travailler ensemble, où est-ce qu'on peut aller. Et certes, c'est un travail énorme, parce que je le vois au Bénin, et je me dis, j'aurais aimé qu'on ait un Patrice Talon qui puisse... j'aimerais qu'on ait notre Patrice Talon, voilà, notre Patrice Talon, notre Paul Kagame, qui aime son pays et qui ne se pose pas la question, est-ce qu'on s'aime ou pas. Les Béninois aussi, parfois, ils ont leur phrase où ils disent, le Béninois est mauvais, etc. Mais un jour, Patrice Talon a dit, mais arrêtez de dire que le Béninois est mauvais. Parce que même parler négativement de soi engendre des choses négatives. Exactement. Et si on te disait, oui, on est capable, parce que oui, on est capable, nos ancêtres l'ont fait. Donc pourquoi est-ce que nous, on ne serait pas capable de le faire? Et on sait aussi, au fond, les Haïtiens ne sont pas tous mauvais. Quand on va dans les provinces, etc., on va connaître les gens. Et quand on se connaît les uns les autres, on peut très bien s'aider, on peut très bien se... Donc si on veut, on peut. Donc au bout d'un moment, il faut juste décider qu'on veut. Qu'on se donne une chance. Exactement. Et si on a écrasé le pays pendant 30 ans, 40 ans, et si on se donnait 10 ans pour voir si on pouvait le construire ensemble. Juste essayer. Mais ça, j'ai bon espoir. Je pense que ça arrivera. Et on sera là pour aider. Donc, tu fais partie aussi d'une association. Oui. Donc, une association haïtienne qui est ici. Pourquoi avoir créé... En fait, je sais que ce n'est pas toi qui l'as créé, mais pourquoi cette initiative? J'imagine parce qu'on est peu nombreux, on est une trentaine, peut-être un petit peu plus. Enfin, quand moi je suis arrivée, on était une trentaine, donc pas très nombreux. Donc c'était facile d'essayer de réunir tout le monde. Et parfois c'est par vague, parce qu'on avait à l'époque un consul qui était très actif, donc qui essayait de rassembler la communauté et de créer certains événements, etc. Depuis son départ, les choses ont été un petit peu moins intenses. On s'est rencontrés de façon moins rapprochés, mais je pense qu'on peut, oui, de toute façon, la semaine prochaine, on a une rencontre pour pouvoir essayer de voir dans quelle mesure redonner vie à cette association et redéfinir son objectif et ce qu'elle veut faire, en fait, et qu'est-ce qu'on veut faire en tant que communauté. D'accord. Donc, voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais on n'est pas très nombreux, donc raison de plus. Et tu as parlé justement de l'ambassade qu'il y avait avant. Oui. À ton avis, tu penses que c'est important qu'il y ait quand même une ambassade d'Haïti au Bénin? Je pense que ça peut être intéressant pour les liens, que ce soit culturels, historiques et même économiques, ou même des échanges de bonnes pratiques, etc. Parce que le Bénin est un pays qui commence à devenir un modèle. Moi, parce que je travaille pour le gouvernement, je pense que c'est un modèle à étudier en tout cas. Et donc oui, on pourrait gagner d'avoir un poste, une représentation diplomatique, peut-être pas une ambassade, on dirait, mais au moins une représentation pour pouvoir garder ce lien avec ce pays-là. Exactement. Qui commence à devenir vraiment, qui avance et qui est un bon modèle. D'accord. Alors comment se passe une journée pour une femme qui vit
au Bénin, qui travaillent, bien sûr, mais comment commence la journée? Comment se termine la journée? Je sais que ça se termine en maman, mais comment? Dis-nous un petit peu pour qu'on puisse savoir un petit peu plus sur toi. Mais de façon assez classique, hein, je pense qu'un petit peu partout, on se réveille, puis on va au boulot toute la journée, et puis voilà, c'est pas métro, boulot, dodo, mais c'est boulot. On travaille beaucoup dans le gouvernement. Contrairement aux idées reçues, parfois on se dit dans les gouvernements, on travaille moins que dans la société civile. Là, je pense que c'est vraiment le contraire. On a un bulldozer qui nous traîne et on fait autant qu'on peut. Et c'est génial de participer à cette dynamique. Donc la vie est assez classique. Puis avec les week-ends où on essaie d'avoir des moments de détente, de profiter de la famille. C'est un pays où il fait bon vivre en fait. C'est assez simple. Il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas d'insécurité. La ville est quand même encore à taille humaine, assez petite. Donc, voilà. Donc, c'est un pays où on est zen? Oui. Oui? Absolument. Wow. Absolument. Formidable, ça. Donc, vraiment. Et oui, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. C'est ce que j'allais dire. Si tu avais justement un conseil à donner à des personnes qui aimeraient investir au Bénin, des gens qui ne sont pas béninois, mais des étrangers qui aimeraient investir au Bénin, si moi j'ai envie d'habiter au Bénin, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Mais je trouve que c'est un pays qui est intéressant à considérer parce que ça peut être la porte d'entrée sur toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'est, voilà, donc le Bénin est à côté du Nigeria, une superpuissance de plus de 200 millions d'habitants. Ensuite, il y a tous les pays enclavés, donc c'est un marché quand même assez conséquent. Et ensuite, le gouvernement, comme je le disais, a un plan d'action qui est quand même assez clair. Donc, quand on lit ce plan d'action-là, on voit les axes économiques que le pays, sur lequel le pays planche. Donc, si on arrive à trouver sa place à l'intérieur de ces secteurs économiques que le gouvernement pousse, c'est intéressant. Et comme tout pays qui se construit, on a besoin de cerveau. Enfin, le pays a besoin de cerveau, il a besoin de main-d'œuvre qualifiée. Et toute personne qui peut venir apporter sa pierre à l'édifice trouvera sa place. Est-ce que justement, ça fait la force du Bénin que c'est un pays qui accueille avec plaisir, les gens se sentent chez eux et arrivent à travailler, à donner donner leurs idées et vraiment se sentir bien, ne pas sentir ce problème de racisme ou bien ce problème où on va dire tu n'es pas chez toi. Est-ce que c'est la force du Bénin? Parce qu'on le voit, hein, les Béninois sont très accueillants et pas plus tard que ce matin, on était dans un hôtel où l'une des serveuses a dit « Ici, tout le monde est roi ». Donc, on sent cet accueil, ce bon vivre, en fait. Hein, est-ce que c'est partout pareil, comme ça, au Bénin? Ils sont comme ça culturellement? Je n'ai jamais ressenti le fait de ne pas être chez moi. Je trouve que c'était assez facile. Non, même avec mes collègues, au contraire, j'ai l'impression qu'ils me voient comme l'une des leurs. Parfois, j'ai bien envie qu'ils me posent un petit peu plus de questions sur Israël, d'où je viens, etc. Non, j'ai vraiment l'impression d'être l'une des leurs. Pour eux, c'est comme si tu venais d'à côté. Oui, exactement. Et ils m'appellent, certains m'appellent affectueusement Yao. Yao, c'est la belle-sœur, c'est notre sœur, en fait, c'est la femme de notre frère. Donc, voilà, donc j'ai ce sentiment d'accueil. Et je me dis que si on vient au Bénin, c'est comme dans tout pays, il faut préparer sa venue. Donc, c'est lorsqu'on vient sans avoir fait ses devoirs, sans s'être préparé, que voilà, le choc est plus violent parce que voilà, c'est quand même encore un pays qui se développe. Donc, le marché du travail doit encore se développer. Donc, il faut préparer son arrivée, savoir ce qu'on veut faire et savoir l'expertise qu'on veut amener. D'accord. Et à ce moment-là, trouver les contacts, etc. Comme toute expatriation. Ce sont des projets qui se préparent et à partir du moment où on est préparé, après, c'est vrai qu'il y a le facteur chance ou tout ça, mais on peut se donner les moyens de trouver la place. D'ailleurs, dans le gouvernement, il y a quelques Antillais. Donc, Haïtiens, Guadeloupéens, Martiniquais. Il y a de plus en plus d'Antillais qui rentrent. Oui, c'est ce que j'ai constaté aussi. Et j'en découvre tous les jours. La dernière fois, c'est une anecdote, mais il y en a un qui a ouvert un glacier
il n'y a pas longtemps et qui fait de très bonnes glaces coco. Donc, je fais la publicité, mais bon, il faudrait venir au Bénin pour prendre les glaces coco comme chez nous avec le coco râpé, puis le zeste de citron. Je suis gourmande, je donne les détails. Mais c'est pour dire que voilà, donc il y a des gens qui viennent et qui s'installent. Et c'est intéressant parce que même quand on vient à l'aéroport, quand on vient au Bénin, on voit que on voit beaucoup plus d'étrangers parmi les passagers. Ah oui, oui, c'est vrai. Clairement. Oui. Lorsque je suis arrivée, il y avait des Antillais qui eux aussi venaient au Bénin. Il y a des gens qui viennent s'installer. Non, mais ils viennent vers ce retour aux sources, etc. Alors, c'est vrai qu'on a vu aussi que toutes les religions étaient... en fait, je voudrais dire qu'ils étaient tous d'accord ensemble, en fait. Hein. Ils étaient tous... Il y a une harmonie entre eux. Il n'y a pas de souci de... Moi, je suis musulman, moi, je suis catholique, moi, je suis vaudouisante. Alors que même le vaudou est un peu... pas ici, je veux dire, ailleurs, mais en Haïti, les gens, souvent, ils ne veulent pas dire qu'ils sont vaudouisants parce que, voilà, c'est mal vu. Mais ici, on voit toutes les cultures s'épanouissent, en fait, hein, et c'est pourquoi... Comment ça se fait, en fait? Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais c'est un pays quand même assez pacifique où toutes les religions cohabitent sans animosité apparente, en tout cas. Donc, je n'ai jamais entendu dire qu'il y a eu des conflits liés aux religions. Même les différentes ethnies aussi semblent cohabiter assez bien. On parle toujours un petit peu de cette rivalité nord-sud, mais elle ne crée pas des clashs. Est-ce que c'est une façon de... C'est un pays, c'est un peuple pacifique, je pense. Les Béninois n'aiment pas trop le bruit, n'aiment pas trop se faire remarquer. C'est des gens discrets. C'est vrai. C'est des gens qui aiment se respecter. Donc, je pense que ça doit aider. Et puis leur personnalité. C'est aussi une façon peut-être pour eux de dire qu'on peut cohabiter ensemble, quoi que ce soit, malgré la différence, quoi. J'imagine. C'est une façon de le dire. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Nathalie. J'étais contente d'échanger avec toi et je pense que nos téléspectateurs aussi seront ravis de faire connaissance avec toi. Et si tu avais un dernier mot à dire, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que ce serait intéressant de venir au Bénin voir ce qui s'y passe parce que je trouve que ça inspire. Parce que je trouve aussi, et tu m'en as parlé avant l'émission, qu'on ressent quelque chose dans nos veines au Bénin. Je ne sais pas si c'est tout le monde qui le ressentirait, mais on sent qu'il y a quelque chose entre nous et cette terre qu'on n'explique pas. Ben, peut-être que oui, qu'on devrait l'expliquer, mais c'est étrange de le sentir dans son corps. Et c'est un pays qui bouge, c'est un pays qu'il est intéressant de suivre et de regarder, parce que ce qui se passe est quand même assez exceptionnel en ces temps de voir tout ce qui a pu être fait. Et j'espère que ceux qui viendront, ça pourrait les inspirer en fait de voir en fait concrètement ce par quoi nos ancêtres sont passés et de se dire qu'il faut qu'on se réveille. Exactement. Merci beaucoup pour ce beau message. Moi, j'étais encore une fois ravie d'échanger avec toi. Et notre interview s'achève malheureusement. Toute bonne chose a une fin, c'est comme ça. Mais on se retrouve prochainement dans d'autres reportages au Bénin. Au revoir. Merci Venise. Merci.